Salut à tous, c'est Nico, et dans cette vidéo, évidemment, on regarde tout ce qu'il y a de neuf dans le codex Space Wolves, les nouvelles règles d'unité, en tout cas celles qui sont restées, et les 3 détachements, plus quelques restrictions potentiellement un peu ennuyeuses dans ce codex. Alors évidemment, votre règle d'armée, vous la connaissez, c'est celle des Space Marines, on va pas s'attarder dessus, c'est le serment de l'instant. Vous choisissez une unité ennemie en début de phase de commandement Space Marine, et vous allez relancer toutes les touches de toutes vos unités Space Marine sur cette cible. Vous pouvez aussi avoir le +1 pour blesser, mais seulement si vous ne jouez aucune unité spécifique aux Space Wolves, et seulement si vous jouez un détachement générique Space Marine. Donc évidemment, vous aurez probablement pas beaucoup accès à ce +1 pour blesser, et on va voir que de toute façon, vous en aurez sans doute pas besoin si vous jouez beaucoup d'unités Space Wolves. C'est toujours fort, c'est toujours utile, ça stabilise très bien les jets de touche, ça fait des tirs en état d'alerte correct, ça permet d'aller pêcher les touches soutenues ou fatales si vous touchez sur du 2+, c'est une très bonne règle d'armée. Maintenant, les règles spécifiques aux Space Wolves, vous en avez 2. D'abord, il y a la malédiction des Wolfen. Donc, toutes les unités Wolfen, donc un peu vos unités loup-garou, sont OC 0 systématiquement, mais elles sont +1 d'OC quand elles sont à 6 pouces d'un personnage Space Wolves hors Wolfen. Donc attention, le personnage doit avoir le mot-clé Space Wolves, ce qui veut dire que seuls les personnages inclus dans ce codex ont ce mot-clé. Vos personnages génériques Space Marine ne donnent pas ces bonus. Évidemment, ce bonus n'est aussi présent que quand l'unité n'est pas ébranlée, ça ne vous permet pas de passer outre l'ébranlement. Et si votre figurine Wolfen est un véhicule, comme le Dreadnought Wolfen, il a +3 à son contrôle d'objectif au lieu de +1. Vous avez aussi une autre règle spéciale qui s'appelle les sagas, ça va s'appliquer à tous les détachements Space Wolves. En gros, tout ce que ça vous dit, c'est que vous avez dans chaque détachement une règle de base qui vous donne un bonus, et quand vous avez accompli un certain objectif, qui est votre saga, la règle devient meilleure. Et vous avez la restriction habituelle, vous ne pouvez pas prendre de figurines d'un autre chapitre, donc vous ne mettez pas Reboot Gilliman avec des Space Wolves, ou encore plus grosse hérésie, vous ne mettez pas Lionel Johnson dans votre armée de Space Wolves, mais ça c'était déjà le cas. Alors, au niveau des détachements, le premier, c'est la saga du chasseur. Ça va vous donner +1 pour toucher aux unités Space Wolves, donc pas les unités génériques Space Marine, seulement les unités Space Wolves, quand elles sont au corps à corps, ça donne +1 pour toucher que en mêlée, sur les unités ennemies qui sont en portée d'engagement avec une autre unité Adeptus Astartes. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez doublement au corps à corps, il faut que vous ayez une unité Space Wolves au corps à corps et une deuxième, et donc à chaque fois que ces unités vont taper, elles auront +1 pour toucher. Si vous n'avez pas d'autres unités Adeptus Astartes au corps à corps, vous avez aussi le bonus quand vous tapez sur une unité et que vous avez, vous, plus de figurines que. Donc par exemple, si vous tapez avec 10 griffes sanglantes sur une unité de 8 figurines, 6 figurines, vous avez votre +1, même si vous êtes tout seul au corps à corps. Donc ça va vous encourager à prendre les plus grosses unités possibles, potentiellement avec des personnages pour gonfler le volume, pour avoir vos bonus de manière indépendante, mais ça sera pas forcément très compliqué, puisque vous avez des unités qui peuvent avoir 20 figurines, notamment les griffes sanglantes. Ça boostera probablement surtout plutôt les packs d'infanterie quand même. Si vous complétez votre saga, vous avez aussi +1 pour blesser dans les mêmes conditions. Et pour compléter la saga, il faut avoir tué 3 unités ennemies si vous jouez à 2000 points, ou 2 unités ennemies à 1000 points et 4 à 3000, ce qui est vraiment très facile d'avoir fait ça tour 2 si vous êtes très efficace, ou tour 3. Donc ça veut dire qu'au tour 4 et 5, vous commencez à vraiment cogner. Tour 3, 4 ou 5, vous commencez à vraiment cogner, évidemment en fonction du match-up. Si vous avez la cible du serment de l'instant, vous avez +1 pour toucher et +1 pour blesser au corps à corps, vous allez vraiment tout dépecer. C'est un très bon détachement, je trouve. Le fait de devoir amener 2 unités au corps à corps, c'est pas si évident que ça, mais ça se fait très bien parce que vous êtes une armée de corps à corps de toute façon, et sinon, vous prenez des gros packs de 20 figurines pour stabiliser le fait que vous avez toujours plus de figurines que l'adversaire, et puis vous êtes tranquille. Maintenant, au niveau des stratagèmes, le premier c'est envelopper et capturer, ou envelopper et tendre un piège. Pour 1 CP à la phase de corps à corps, une unité Space Wolves, hors monstre et véhicule, peut consolider et engager de 6 pouces au lieu de 3 pouces. Par contre, attention, cette consolidation doit se faire le plus proche de l'unité ennemie. Donc ça vous permet pas de consolider 6 pouces sur un objectif s'il n'y a aucune unité sur cet objectif. Par contre, ça vous permet de rapprocher beaucoup plus de monde pour taper, ce qui va être bien parce que les griffes sanglantes peuvent se jouer par 20. Donc amener toutes vos figurines à portée pour cogner, c'est plutôt bien. Et puis surtout, ça va obliger votre adversaire à jouer avec ses unités assez écartées les unes des autres, et donc potentiellement de pas avoir de très bonnes lignes de tir, ou de pas grouper des unités sur les objectifs. Donc c'est un stratagème qui est toujours intéressant. Par contre, attention, ça ne cible que les unités Space Wolves, pas les unités génériques Space Marine, que de toute façon vous n'aurez pas envie de jouer dans ce détachement, puisqu'elles n'ont pas le bonus de détachement. Vous avez ensuite proie de choix pour un PC en phase de mouvement.
Après qu'une unité Space Wolves se soit repliée, alors elle peut tirer et charger. C'est excellent à avoir en stratagème, ça vous donne beaucoup plus de mobilité sur une armée qui bouge déjà plutôt bien, ça vous permet de vous désengager d'un corps à corps où vous souhaitez pas rester et d'aller vers un combat plus intéressant, ça vous permet aussi de vous désengager et de charger à un autre endroit pour être sûr d'avoir vos 2 unités au corps à corps et donc d'avoir votre bonus de détachement, et l'adversaire va être obligé de jouer en sachant qu'il ne peut pas vous engluer, il peut pas vous coincer une unité de 20 gars avec un rhino et espérer qu'elle puisse rien faire, même vos véhicules peuvent potentiellement se barrer et faire des actions, taper, tirer, donc c'est très bien. Enfin, je dis faire des actions, je parle pas des actions de mission secondaire, hein, ça si vous désengagez, vous pouvez toujours pas le faire, mais je veux dire faire des actions dans le sens jouer la partie, se déplacer, tirer, charger, etc. Vous avez ensuite avantage territorial. Pour un point de commandement, une unité Adeptus Astartes, pas juste Space Wolf, n'importe quelle unité Space Marine, peut rendre un objectif sticky après qu'elle ait détruit une unité ennemie sur cet objectif. Alors c'est assez intéressant comme concept, c'est pas quand votre unité est détruite, c'est quand vous avez détruit une unité sur un objectif, mais donc ça va vous inciter évidemment à charger l'adversaire, ce qui est déjà de toute façon le but de ce détachement, mais ça va aussi potentiellement faire peur à l'adversaire, il va pas juste balancer des unités vulnérables et un peu mauvais sur les objectifs, en espérant qu'il lui reste une figurine, que vous soyez coincé, ou qu'il lui reste 5 figurines au C2 et que du coup il tienne l'objectif quand même, parce que s'il fait ça, si son unité est détruite, non seulement vous prenez l'objectif, mais en plus vous l'avez rendu sticky, ça vous permet de libérer votre unité directement à la fin du tour adverse, puisque si vous tapez dans le tour adverse et que vous tuez l'unité à ce moment-là, vous pouvez jouer ce stratagème-là, vous avez rendu l'objectif sticky, et donc à votre tour à vous, vous vous barrez, vous allez faire ce que vous voulez. C'est pas un mauvais stratagème, mais le timing est un peu étrange, enfin la manière de le déclencher est un peu étrange. On a ensuite avance bondissante pour un point de commandement à la phase de mouvement ou de charge Space Wolves. Vous pouvez prendre une unité Space Wolves, infanterie ou bête, donc là encore spécifiquement les unités de ce codex, et elle peut traverser les figurines ennemies, y compris leur portée d'engagement sur n'importe quel mouvement normal d'avance, de repli ou de charge si vous utilisez ce stratagème en phase de charge. Vous pouvez pas passer à travers les figurines titanesques, par contre, mais en gros ça vous permet de passer au-dessus des cordons, ça vous permet d'ignorer les véhicules qui essaieraient de vous move block. Si l'ennemi vous a englué au corps à corps avec une grosse unité et que vous vouliez vous replier sans avoir à faire de test de fuite désespérée en passant à travers son unité, vous pouvez combiner ça avec le stratagème de repli, tir-et-charge, donc ça vous garantit que vous pouvez impacter la cible que vous voulez taper, que vous êtes mobile et que vous n'êtes pas gêné dans votre mouvement, donc c'est un bon stratagème aussi. Ensuite, on a la ruée inarrêtable pour un point de commandement à la phase de corps à corps, une unité bête, Space Wolf seulement, ou 2 unités Adeptus Astartes, donc n'importe quelle unité du Codex Space Marine ou Space Wolf, qui sont au corps à corps, ont un -1 pour être touchés par l'adversaire. Bon, je rappelle que toutes les unités du Codex Space Wolves ont bien le mot-clé Adeptus Astartes, y compris les loups fenrisiens. Donc vous avez -1 pour être touché au corps à corps, c'est très utile pour un PC sur 2 unités, ça veut dire que si vous avez 2 trucs au corps à corps et que c'est à l'adversaire de taper, vous avez 2 unités bien protégées. Donc si vous avez raté vos charges et que c'est à l'ennemi de vous charger, vous êtes capable de survivre et de riposter. Et d'autant plus que, en fonction de ce que vous avez comme nombre de figurines qui vous restent après, vous pouvez avoir votre +1 pour toucher si vous en avez plus que l'adversaire, ou déjà votre +1 pour blesser si vous en êtes là aussi. Et puis si vous avez 2 unités au corps à corps avec la même unité ennemie, les deux ont -1 pour être touchés, donc l'ennemi ne peut pas juste choisir de taper celle qui a pas le -1, et vous aurez ensuite, en ripostant, votre bonus, +1 pour toucher et potentiellement +1 pour blesser. Bon stratagème aussi, -1 pour toucher, c'est moins bien que -1 pour être blessé, mais c'est quand même pas mal. On a ensuite voué à la destruction pour 1 CP à votre phase de tir. Vous avez 2 unités Space Marines hors bêtes, donc y compris celles du Codex Space Marine générique, qui vont relancer les 1 pour blesser si ils tirent tous les deux sur la même unité ennemie. Donc par exemple, vous prenez 2 véhicules Adeptus Astartes génériques et vous allez stabiliser la blessure quand les 2 tirent sur la même cible. Donc si vous voulez sortir un gros primarque, un gros monstre, un gros truc, vous relancez les blessures de 1 là-dessus. Comme vous allez souvent blesser à 3+, avec des gros canons laser force 14, ça veut dire que vous avez que potentiellement une chance de vraiment rater, et ensuite vous avez une relance qui vous donne encore, comme vous touchez souvent sur 3+, qui vous donne 2 chances sur 3 de retoucher, de reblesser, pardon, donc c'est vraiment pas mauvais non plus. La relance des 1, ça paraît jamais incroyable, mais en vrai, c'est pas si mal que ça quand vous blessez sur des 3+, avec des gros canons.
Maintenant, au niveau des améliorations, la première, elle est vraiment bien, elle s'appelle Chasseur Rapide, elle coûte 20 points prix Codex, ça peut changer dans le Militarum Field Manual, mais en général ça change pas beaucoup, donc 20 points. Ça va sur une figurine Space Wolf seulement, donc vos personnages génériques. Vous avez de mémoire que le chef de bataille Garde-Loup, le prêtre de fer et le prêtre loup, et ça va donner Scout 7 pouces à toute l'unité du porteur. Donc ça, je pense que vous allez le prendre et vous allez systématiquement le mettre sur un personnage qui mène des griffes sanglantes, parce que les griffes sanglantes peuvent avancer et charger, et ils bougent à 7. Donc ça veut dire que si vous avez le tour 1, vous bougez de 14, vous faites une avance en moyenne de 3 et vous chargez de 7. Vous avez donc une portée de menace de 24 pouces avec une unité qui peut faire jusqu'à 20 figurines et qui pourra donc charger, engluer l'ennemi. Et avec 20 figurines, très probablement déjà avoir son plus 1 pour toucher. Donc très très efficace. Vous avez ensuite le don de Fenris à 15 points, ça va vous donner un insensible à la douleur à 4+, sur le porteur seulement, qui peut être n'importe quel personnage, Adeptus Astartes. Alors, celui-là, je le trouve pas incroyable. Si vous voulez jouer le lieutenant avec arme combinée et vous trouvez que son insensible à 5 est pas suffisant, vous pouvez toujours lui mettre un insensible à 4 pour ce petit perso méga utile. Si vous voulez jouer l'usuel capitaine Gravis, un peu tanky, qui vous sert à faire des actions, vous pouvez aussi lui mettre du coup cet insensible à 4 si vous avez envie. Maintenant, c'est pas l'amélioration la plus incroyable du jeu. Ensuite, on a Maître Loup, ça coûte seulement 5 points prix Codex, ça va sur un personnage Space Wolves seulement. Dans votre phase de commandement, vous choisissez une unité Space Wolves amie à 9 pouces du porteur, et ça va donner à toutes les armes de mêlée de cette unité touche fatale, sauf que ça ne marche que sur les loups fenrisiens et les loups de Logan Grimnar. Donc, si vraiment vous avez 5 points qui traînent et que vous avez embarqué des loups ou Logan Grimnar, pourquoi pas, mais vous pouvez pas mettre l'amélioration à Logan lui-même, donc vous devez avoir un personnage générique qui suit Logan ou des loups. Non, je pense que celui-là, sauf si vous avez les 5 points et que vous n'avez pas déjà vos 3 améliorations, je pense que celle-là on la prend jamais. Et ensuite, on a Rage Bestial pour 15 points, qui va donner plus une attaque aux armes de mêlée du porteur, et quand il charge, il a encore plus une autre attaque, et ça va sur n'importe quel personnage, Adeptus Astartes. Pourquoi pas, encore une fois, sur un personnage un peu tout seul. À noter, les personnages génériques Space Marine ne pourront pas mener, en tout cas à l'état actuel du codex, ne peuvent pas mener les unités Space Wolves. Vos unités Space Wolves ne sont menées que par les personnages génériques Space Wolves. Il y aura peut-être un errata pour ça, mais pour l'instant, vous pouvez par exemple pas mettre de capitaine Space Marine dans des griffes sanglantes, de lieutenant Space Marine dans des garde-loups chasseurs de tête, parce que c'est pas des unités qui sont listées dans ce que ces personnages peuvent mener. Et dans le codex, il n'y a pas actuellement d'indication qui dit que les capitaines peuvent mener toutes les unités lignes, etc., etc. Donc, ça veut dire que si vous prenez cette amélioration sur un personnage, vous allez faire un personnage de CAC, et donc vous avez intérêt à prendre des unités génériques Adeptus Astartes de corps à corps. Elles sont pas inutiles, elles n'auront pas le bonus de détachement, mais elles peuvent donner le bonus de détachement à une autre unité Space Wolves si les deux unités sont au corps à corps avec la même chose. Maintenant, je sais pas si c'est vers ça qu'on a envie de s'orienter ou pas. Alors, je trouve personnellement que c'est un bon détachement. La première fois que je l'ai lu, j'étais passé à côté du fait qu'il fallait être au corps à corps avec 2 unités, Space Marine et ou Space Wolves. Donc, je trouvais ça complètement pété avec le plus 1 touche et le plus 1 blessure. Évidemment, une fois qu'on a compris qu'il faut avoir 2 unités au corps à corps ou plus de figurines, on se rend compte que c'est un petit peu moins fort. Ça reste quand même très très bon, parce que je rappelle qu'avec des packs de 20, vous avez le plus 1. Avec des packs de 10, il suffit que vous ayez tué une figurine ennemie au tir avec votre pistolet bolter, et vous êtes plus que, et donc vous avez votre bonus aussi. C'est pas si compliqué du tout. Quand vous attaquez un véhicule, vous avez systématiquement plus de figurines que lui si vous le tapez avec une unité de plus d'une figurine. Donc vous avez votre plus 1 pour toucher et facilement votre plus 1 pour blesser. Je trouve que c'est un très très bon détachement qui va inciter à jouer beaucoup de gros packs. Vous avez en plus quand même repli et tir, repli et charge, vous avez un stratagème pour sticky objectif, vous avez une amélioration pour éclaireur 7 pouces, vous avez un -1 pour toucher sur 2 unités, vous avez une consolidation à 6 pouces, vous avez énormément d'outils. Je pense que l'armée avec ce détachement fait très peur sur la table. Vous avez des unités de corps à corps type Garde-Loup ou Terminator qui tapent à 2+, blesseront facilement à 2+, sur de l'infanterie ou à 3+, sur de l'élite. On est quand même sur une armée qui va cogner assez fort. Et ça va pas être si compliqué que ça d'aller chercher le bonus de détachement, honnêtement. Le suivant, c'est la saga des braves. La règle générique, c'est que vous allez relancer une touche, une blessure ou un jet de dégâts sur chaque attaque de vos unités personnages. Et si vous avez accompli votre saga, alors vous allez relancer une touche, une blessure et un dégât, pas ou, et un dégât, sur chaque séquence d'attaque de chaque unité,
Adeptus Astartes. Donc la règle de base, c'est juste les unités personnages Space Wolves, donc les unités qui sont menées par un de vos personnages de votre codex. Par contre, quand vous avez accompli la saga, toute votre armée, à chaque fois qu'elle tire ou combat, aura la relance d'une touche, d'une blessure et d'un dégât, au lieu de une touche, une blessure ou un dégât. Pour accomplir cette saga, c'est assez simple. Vous devez juste accomplir certains hauts faits, certaines vantardises, boast, c'est un peu vantardise. Donc celles-là sont extrêmement faciles à faire. Une fois que vous en avez fait 3, vous avez le bonus pour toute l'armée. Il faut détruire une cible du serment de l'instant. Bon bah ça vous allez le faire probablement tour 2 ou 3 sans problème. Il faut détruire une seconde cible du serment de l'instant avec une unité qui en a déjà détruit une. Ça c'est peut-être plus compliqué. Il faut avoir une unité dans la zone de déploiement adverse à la fin d'un tour. Et il faut avoir une unité sur un objectif que l'on contrôle hors de votre zone de déploiement dès le tour 2. Donc en gros, détruire la cible du serment de l'instant, c'est gratos tour 2 ou 3. Une unité dans la zone de déploiement adverse à la fin d'un tour, en général c'est assez gratos tour 2, vous êtes une armée très mobile, tour 3 probablement plutôt. Une unité sur un objectif que vous contrôlez hors de votre zone de déploiement, c'est gratos dès le tour 1. Donc de toute façon tour 2 vous l'aurez aussi. Donc en gros c'est gratos, par contre attention, ces vantardises là, ces hauts faits doivent être faits par des unités personnages. Donc ça va vous inciter à mettre des persos dans toutes les unités que vous prenez, mais globalement votre bonus d'armée vous l'aurez probablement en cours de tour 3, au pire du pire, au tout début du tour 4, donc pour le tour 4 et 5. Et en attendant, toutes vos unités personnages, et vous en aurez beaucoup parce que vous avez envie de les utiliser pour accomplir ces faits, relanceront soit une touche, soit une blessure, soit un dégât. C'est pas hallucinant, mais c'est pas mauvais. Les stratagèmes, vous avez présence inspirante. Pour un point de commandement, en phase de corps à corps, une unité personnage va gagner touche fatale. Ce qui est bien pratique pour aller casser du véhicule ou du monstre avec vos unités perso. Je rappelle que les Space Wolves, vous n'avez pas de personnages qui cognent incroyablement fort, à part les personnages Dreadnought. Donc bah ça tombe bien, ils ont le mot-clé personnage, donc vous leur donnez touche fatale en plus, c'est cadeau, et ça marche super bien. Sur des unités qui touchent à 3+, ça vaut pas forcément le coup d'aller pêcher les 6 avec votre petite relance ou le serment de l'instant, mais sur tout ce qui va toucher à 2+, ça vaut le coup d'utiliser votre serment de l'instant pour relancer les touches et d'aller chasser les touches fatales. Ensuite, frappe préventive, pour 1 CP en phase de charge, une unité personnage peut avancer et charger. Bah c'est parfait, vous avez des Terminators qui bougent déjà à 6, donc vous les faites bouger de 9 plus une charge, ou des garde-loups preneurs de tête, la garde-loup chasseurs de tête, qui pourront avancer et charger aussi, ou vous donnez avance et charge à des chasseurs gris qui relancent toutes les blessures sur les objectifs. Les griffes sanglantes, eux, ont déjà cette aptitude, mais ça vous donne quand même pas mal de trucs, ou sinon juste l'avance et charge sur un personnage Dreadnought. C'est utile sur toute l'armée au global, c'est un excellent stratagème. Ensuite, vous avez héroïquement résolu pour 2 points de commandement à la phase de tir ennemi. Une unité personnage a -1 dégâts sur les attaques qui le ciblent jusqu'à la fin de la phase. Donc vous avez des Terminators qui ont déjà -1 pour être blessés quand la force est supérieure à l'endurance. Donc vous leur mettez -1 pour blesser et -1 dégâts. Donc les armes de dégâts 3 ne vous tuent pas un Terminator à chaque tir. Et puis vous pouvez aussi mettre ça tout simplement sur un personnage Dreadnought, type Murderfang ou Bjorn, qui aura du coup -1 dégâts sur tout ce qu'il tape. Donc pareil, très utile. Ça coûte cher à 2 CP, mais c'est aussi potentiellement très fort. Attention, vous n'avez pas en Space Wolves des personnages qui vous réduisent le coût des stratagèmes, donc vous paierez toujours vos 2 CP, parce que ça ne fonctionne que sur des unités personnages Space Wolves, donc ça passera pas à 1 CP dans ce détachement, dans cette armée. On a ensuite la naissance d'une saga pour 1 CP, en phase de commandement, une figurine sergent garde-loup, donc le chef de l'unité garde-loup chasseur de tête, ou un sergent terminator garde-loup, le chef de l'unité garde-loup, gagne le mot-clé personnage. Donc ça veut dire que soudainement ces unités-là vont bénéficier de la relance d'armée, donc une touche ou une blessure ou un dégât. Ça permet aussi de cibler l'unité avec un autre stratagème du détachement qui cible une unité personnage, donc utile. Ça peut augmenter le coût d'un stratagème que vous voulez vraiment faire à 2 CP, du coup, 1 pour donner le mot-clé personnage, 1 pour faire le stratagème, mais ça vous donne aussi potentiellement la relance. Donc si vous vous êtes fait sniper votre perso avec de la précision, si vous avez une unité, vous n'aviez pas les points pour mettre un perso, vous pouvez quand même la booster, donc pourquoi pas, c'est bon à avoir dans votre boîte à outils. Enfin, on a contre-charge pour 2 points de commandement en phase de charge ennemie. Une unité personnage qui est à 6 pouces d'une unité ennemie et qui sera éligible pour charger peut déclarer une charge comme si c'était votre phase de charge. Ça va obliger l'adversaire à faire attention à son positionnement. Il peut pas juste avancer une unité sur un objectif devant vous parce que vous allez le charger. Alors certes, ça vous coûte 2 PC, mais vous allez le charger et donc potentiellement le dépecer.
Ils doivent bien mesurer aussi leur charge pour ne pas trop s'approcher, mais ça c'était déjà le cas puisque vous aviez déjà intervention héroïque à un PC pour contrecharger une unité ennemie qui a chargé une autre de vos unités à 6 pouces. C'est probablement un peu cher à 2 PC pour un truc que de toute façon l'adversaire fera attention à ne jamais déclencher, mais bon, de temps en temps ça vous servira. Maintenant à 2 PC, un truc comme ça qui est très facile à éviter pour l'adversaire, c'est un peu gâché. Vous noterez aussi que dans les 2 détachements qu'on vient de voir, vous avez tous vos stratagèmes, vous n'avez pas d'armure du mépris. Les Space Wolves, dans leur détachement spécifique, n'ont pas ce stratagème. Alors l'armure du mépris c'était moins bon que ça l'était avant, puisque ça ne marche plus que sur les attaques d'une seule unité, plus pour toute la phase, depuis une des dernières data slate, mais là vous l'avez pas du tout, donc ça veut dire que vous allez vous prendre la pleine PA des tirs ennemis, et que donc attention, vos unités sont quand même moins solides que en Space Marine classique. Au niveau des améliorations pour ce détachement, on a d'abord l'acier du Vantard ou l'acier Vantard pour 20 points prix codex. Ça donne plus de en force aux armes de mêlée équipées par le porteur. Et si le porteur a accompli une vantardise, donc un des 4 trucs qui vous booste votre règle de détachement, vous avez aussi plus un dégât. Bon bah c'est très fort, vous allez le prendre à chaque fois. Ça vous amène à un prêtre de fer en force 10, PA-2, dégâts 3, ou un chef de guerre garde-loup en force 7, PA-2, dégâts 3, avec un gros volume d'attaque qui touche à 3+. Donc ça, vous le prenez à chaque fois dans ce détachement pour avoir un personnage qui cogne vraiment bien. Ensuite, on a le Skald, ça vous coûte 15 points. Si le porteur est sur la table, vous gagnez 1 point de commandement à chaque fois que vous accomplissez une de vos vantardises, un de vos hauts faits. Donc, c'est pas mal. Concrètement, ça peut vous donner jusqu'à 4 points de commandement gratos sur la partie, un minima 3 parce que les 3 sont faciles. Le problème, c'est que si vous accomplissez 2 hauts faits dans le même tour, vous pouvez pas gagner 2 PC extra à chaque tour, et donc vous allez gâcher, entre guillemets, un peu cette amélioration. Mais ça veut dire que vous allez probablement au moins gagner 2 PC sur la partie pour 15 points de manière gratos. C'est pas seulement le personnage qui gagne un PC quand il fait lui-même un haut fait, c'est dès qu'une unité personnage fait un haut fait. Donc vous allez probablement au moins le déclencher 2 fois et donc gagner 2 PC. Donc je pense que pour 15 points, c'est pas cher payé pour avoir des PC bonus. Ensuite, on a Tueur de Horde pour 15 points prix codex, ça va sur une figurine Space Wolf seulement. Au début de la phase de combat, vous allez gagner plus 2 attaques sur les armes de mêlée du porteur s'il y a plus de figurines ennemies que amies à 6 pouces du porteur. Et si l'unité du porteur a accompli un de ces hauts faits, il va gagner plus 3 attaques au lieu de plus 2. Ça va dépendre du match-up, mais si vous avez un personnage qui mène une petite unité, comme des garde-loups qui peuvent être 6 maximum, et soudainement, vous avez assez facilement plus 2 attaques sur le chef garde-loup ou le prêtre-loup qui va les mener. Donc, c'est pas mal du tout. Pour 15 points, je pense que ça vaut le coup. Ça va arriver assez régulièrement que vous ayez plus de figurines ennemies qu'amies, donc ça le fait. Et enfin, on a Résistance de loup tonnerre pour 30 points. Votre personnage va revenir après sa première mort sur un 2+, avec 3 PV. Bon, 30 points, je trouve ça cher, ça sera peut-être révisé un petit peu dans le Munitorum Field Manual, mais c'est toujours utile pour ramener un personnage. Je rappelle que c'est vos unités personnages qui font vos hauts faits, donc ramener un petit perso et aller l'envoyer dans la zone de déploiement ennemi à votre tour ensuite, pourquoi pas, ça vous donne le haut fait qu'il faut, ça peut vous donner la règle d'armée sur toute l'armée, donc ça peut valoir le coup si vous avez les points et que vous n'avez pas pris autre chose. Personnellement, je suis pas un méga fan de ce détachement compétitivement. En amical, c'est assez fun. Les hauts faits sont assez faciles à faire. Vous faites frapper en profondeur une unité de Terminator derrière les lignes ennemies. Une unité sur un objectif, vous l'avez dès le tour 2. Détruire une cible du serment de l'instant, vous allez le faire tour 2 ou 3. Donc c'est assez facile de les faire. Par contre, les stratagèmes sont relativement chers. Seules les unités personnages bénéficient d'une seule relance, soit touche, soit blessure, soit dégâts. Et ensuite, il faut attendre peut-être le tour 3 pour déclencher votre règle sur tout le reste de l'armée. Donc je trouve que la saga du chasseur est plus forte parce que de toute façon vos unités personnages, si elles ont assez de figurines ou si elles double charge, ils auront toujours plus un pour toucher, plus un pour blesser, ce qui est mieux à mon sens qu'une relance de touche, de blessure et ou de dégâts, sachant que la relance de dégâts elle va servir sur les unités personnages que sur les dreadnoughts nommés, donc pas sûr que ça soit si intéressant que ça. Après c'est pas un mauvais détachement, mais je trouve pas que ça soit un truc vraiment très très fort. Et enfin, on a la saga du tueur de monstres. Quand une unité de l'armée attaque une unité monstre, véhicule ou personnage, elle gagne touche fatale. Et si vous avez accompli votre saga, vous avez touche fatale sur toute l'armée intégralement, enfin toute l'armée ennemie, pas juste sur les personnages, monstres ou véhicules. Pour accomplir cette saga, il faut avoir tué la moitié ou plus des unités, personnages, monstres ou véhicules, arrondis au supérieur. Donc si l'ennemi a 5, il faut en avoir tué 3.
Ça va dépendre du match-up. Contre certaines armées, vous allez avoir une seule unité à tuer, c'est celle où il y a le seigneur de guerre ennemi. Contre d'autres armées, vous allez devoir tuer, typiquement les Kull Genestealers, vous allez devoir tuer genre 4 persos. Si vous affrontez des chevaliers impériaux qui jouent full gros chevalier, bah vous allez devoir tuer la moitié de leur armée avant d'avoir votre bonus. Mais c'est pas vraiment gênant, puisque les armées qui ont beaucoup de ces unités, bah vous avez déjà touche fatale contre toutes ces unités de base, donc c'est pas forcément un énorme problème. Je trouve que c'est une bonne règle de détachement pour celui-là. Alors les stratagèmes, vous avez férocité débridée. Pour un point de commandement, en phase de corps à corps, une unité Space Wolves, donc juste les unités de votre codex, va avoir +1 pour blesser. Bon bah ça c'est top, hein, pour un PC c'est très bien. C'est très utile si vous n'avez pas encore débloqué votre touche fatale sur cette cible-là. +1 pour blesser, ça vous permet quand même d'aller chasser un truc un petit peu costaud. Ou juste, si vous avez déjà touche fatale contre cette unité, bah ça vous assure que tout ce qui n'a pas déjà automatiquement touché va blesser un petit peu plus facilement pour vous garantir que la cible disparaît et accomplir votre saga un peu plus vite, donc c'est très bien. Ensuite, on a poursuite tonitruante. Pour un PC, en phase de mouvement ennemi, vous pouvez faire un mouvement de D6 pouces si une unité ennemie s'approche à 9 pouces de vous. Si votre unité est une cavalerie loup tonnerre ou une unité infanterie, vous faites un mouvement de 6 pouces cash au lieu de D6 pouces. Donc c'est 6 pouces quand c'est important, puisque effectivement c'est un peu le détachement où vous voulez jouer de la cavalerie loup tonnerre. Donc bah, pourquoi pas, 6 pouces c'est très bien, ça vous permet de se cacher, de se mettre sur un objectif, de s'approcher au plus près, de gagner de la portée de menace. C'est toujours très efficace à avoir à la demande en plus. Ensuite, on a cavalerie de choc. Une unité loup tonnerre peut traverser les murs de 4 pouces ou moins en phase de mouvement ou de charge, et peut aussi traverser les figurines ennemies, y compris exclus les figurines titanesques. Ça vous coûte un PC. Alors malheureusement, ça ne permet pas de traverser toutes les ruines. C'est seulement les sections de terrain qui sont de 4 pouces ou moins. Et si vous jouez sur des layouts compétitifs, en fait, il n'y a que les petites ruines qui sont comme ça. La plupart des ruines sont des ruines de 3 étages qui, du coup, font plus de 4 pouces. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vraiment traverser les ruines. Si vous n'utilisez pas les patrons de table Games Workshop, vous risquez de ne jamais vraiment avoir l'utilité de ce truc, ce qui est un peu dommage. Par contre, la traversée des unités ennemies, ça c'est bien, parce que vous, Cavalry Thunderwolf, c'est des bêtes, ça traverse pas les murs, enfin c'est des montées, pardon, ça traverse pas les murs d'habitude. Et donc là, pouvoir passer à travers les véhicules qui tenteraient de vous move block ou passer à travers les cordons ennemis avec votre mouvement de 12 pouces sur ces unités, c'est pas mal quand même. Donc c'est pas un mauvais stratagème, c'est juste dommage qu'ils aient pas juste dit traverser les murs, tout simplement, comme on a dans plein d'autres détachements, c'est un peu dommage. Ensuite, on a impétuosité. Pour un PC, une unité de Wolfen infanterie ou une unité de griffe sanglante peut faire un mouvement d'élan de D6 pouces quand une unité ennemie lui a tiré dessus. Donc c'est un peu comme la règle des berserk de Khorne. Vous devez évidemment finir ce mouvement le plus proche de l'unité ennemie la plus proche et vous pouvez engager au corps à corps avec ce mouvement. Donc c'est très utile pour vous assurer que l'ennemi reste loin et se colle pas sur les objectifs à 6 pouces de vous parce que il prend le risque à chaque fois qu'il vous tire dessus que vous puissiez bouger de un petit des 6 pouces et donc si vous faites 6, soudainement il se retrouve au corps à corps. Donc vous avez en plus ce petit mouvement réactif, ce qui fait que si l'ennemi s'approche à 9 pouces de vous, vous pouvez faire votre mouvement réactif automatique de 6 pouces avec de l'infanterie Wolfen ou des griffes sanglantes, et donc ça veut dire que l'ennemi est à 3 pouces, et soudainement, il va pas vouloir vous tirer dessus parce que vous avez plus d'une chance sur 2 de le choper au corps à corps dans sa propre phase de tir, et donc ça peut complètement péter la phase de tir adverse si vous avez les 2 CP pour faire ce combo-là, donc ça c'est très très bien. Ensuite, on a le tir de couverture. Pour un PC en phase de tir, une unité personnage, monstre ou véhicule qui a subi les tirs d'une de vos unités de l'armée va avoir -2 à son mouvement et à sa charge jusqu'à votre prochaine phase de tir. Donc vous allumez une unité personnage, monstre ou véhicule et ensuite elle a -2 pour bouger, -2 pour charger. Très utile si vous jouez contre des tyrannides pour empêcher les monstres de venir vous choper. Très utile parce que des personnages, il y en a partout dans le jeu. Très utile pour des véhicules de corps à corps qui voudraient vous impacter ou juste se repositionner. Donc c'est un très bon stratagème, ça vous permet de garder l'initiative des charges, ça vous permet de contrôler le mouvement adverse, donc vous allez avoir une armée qui bouge très bien et qui en plus gêne le mouvement ennemi, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a attaque coordonnée. Pour un PC, à la fin de la phase de corps à corps adverse, une unité Space Wolf peut être remise en réserve si elle est entièrement à 9 pouces d'un bord de table et pas au corps à corps. C'est utile, par contre, c'est un peu limité puisqu'il faut être entièrement à 9 pouces
d'un ou plusieurs bords du champ de bataille. Je rappelle que dans le nouveau pack de cartes qui va sortir là pour la nouvelle saison, donc qui va être en précommande ce samedi, eh bien vous n'avez plus l'action qui vous demande de faire les actions à bord de table. Donc vous n'avez pas de vraie raison réelle de vous coller à un bord de table, sauf si vous venez d'arriver depuis les réserves, que vous avez tiré et que vous voulez reprendre l'unité pour la planquer. Mais comme ça ne marche que sur les unités Space Wolves et que vous n'en avez pas forcément beaucoup qui tirent très très fort, c'est pas si intéressant que ça. C'est pas un mauvais stratagème, mais on aurait préféré juste pouvoir reprendre une unité, la mettre en réserve, au lieu d'avoir cette restriction d'être à 9 pouces d'un bord du champ de bataille. Pour les améliorations, pour 15 points, on a touché par le loup. Ça va sur une figurine Space Wolf seulement. Ça va donner 2 pouces de mouvement au porteur. Donc le porteur va bouger à 9, comme des Wulfen. Et ça tombe bien, puisqu'il peut maintenant rejoindre des Wulfen ou des Wulfen avec des boucliers tempête. C'est très utile. Vous allez pouvoir mettre par exemple un prêtre loup qui va leur donner +1 pour blesser et va soigner une figurine par round. Vous pouvez leur mettre un garde-loup, un chef de bataille garde-loup qui va leur donner touche soutenue. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, c'est un détachement où vous avez envie de jouer un peu de Wulfen, un peu de cavalerie, c'est un peu votre détachement loup, homme-loup, loup-garou, tout ça, donc pouvoir mettre un perso dans l'unité, c'est pas mal. Vous avez ensuite la fourberie du chasseur pour 20 points, ça vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités de loup tonnerre, Wulfen ou griffe sanglante avant de savoir qui va commencer. Ça vous permet aussi de les mettre en réserve. Alors, c'est utile, mais c'est des unités qui n'ont pas la frappe en profondeur, donc du coup qui ne pourront pas être déployées n'importe où sur la table, juste à côté des bords de table. C'est des unités qui ont vraiment envie de charger, donc arriver à 9 pouces de l'ennemi, c'est jamais le top. Donc, c'est pas incroyable de les placer en réserve. Par contre, les redéployer sur la table, là où ils auront le plus d'impact potentiel. Par exemple, déployer votre unité de cavalerie Thunderwolf devant un élément de terrain qui fait 4 pouces au lieu d'un élément de terrain qui en fait 10, bah c'est pas mal pour lui permettre de traverser les murs. Donc ça peut avoir son utilité s'il vous reste les points. Je trouve ça cher pour 20 points par contre. Ensuite, vous avez le Conseil des Anciens à 20 points, ça va sur une figurine Space Wolf seulement. Si le personnage mène une unité de griffe sanglante, une fois par bataille, à la phase de combat, il peut augmenter la PA de toute l'unité de +1, ce qui veut dire que vous avez des griffes sanglantes qui passent PA -2 une fois par bataille sur toute l'unité, donc un pack de 20 va quand même vous faire, je crois que c'est 80 attaques, puisqu'ils en ont 4 chacun, donc 80 attaques qui touchent à 3, potentiellement relance avec le serment de l'instant, avec +1 pour blesser du prêtre loup sur lequel vous allez mettre ça, PA -2, dégâts 1, vous allez laver n'importe quel pack de Space Marines ou n'importe quel pack d'infanterie, donc pas mal du tout. Et enfin, vous avez le home du tueur de monstres pour 15 points qui va réduire la PA ennemie de 1 quand c'est une attaque faite par un personnage, monstre ou véhicule sur toute l'unité du porteur. Donc par exemple, vous aurez des garde-loups avec l'invulnérable à 4+, mais qui du coup sauvegarderont quasiment toujours sur du 3+, contre les autres attaques qui les ciblent. Ils seront toujours soit sur du 3, soit sur du 4, donc c'est utile. Et puis si vous n'avez pas envie de faire cette espèce d'optimisation de je veux toujours mon 3+, ou mon 4+, contre les gros dégâts, dans ce cas-là, vous mettez ça sur n'importe quel personnage qui mène une unité de griffes sanglantes, et puis vous aurez du coup votre armure du mépris permanente sur cette unité, mais seulement contre les personnages, monstres ou véhicules. C'est ok. Je trouve que c'est un bon détachement, le bonus de base est bon, parce que touche fatale, de toute façon, ça n'est intéressant que contre des monstres et des véhicules en règle générale, donc avoir ça contre ces unités, c'est très bien, mais en plus contre les unités personnages, c'est utile aussi, et puis commencer à avoir ça sur toute l'armée relativement rapidement, puisque si l'ennemi a peu de personnages monstres ou véhicules, vous débloquez le bonus rapidement en les tuant. Si l'ennemi a beaucoup de personnages monstres et véhicules, bah vous avez déjà le bonus sur une grosse partie de l'armée, donc ça marche plutôt bien. Je pense que c'est très jouable, très fun, très thématique. Je préfère toujours la saga du chasseur, que je trouve vraiment très bon, mais celui-ci est vraiment très très jouable, très fun, très thématique. Vous avez envie de jouer vos gros loups, vos Wulfen, vous avez envie de jouer votre armée de loups-garous et les faire foncer partout, c'est vraiment très très bien. On passe maintenant aux unités. Alors je n'ai pas trouvé les points de sortie, donc évidemment on va juger juste ces unités sur la base de leurs règles, pas forcément de leurs coups en points. De toute façon, comme on sait, les coups en points changent régulièrement. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez que j'attende que quelqu'un ait sorti sa vidéo et que je regarde les points dessus et que je fasse les codex review comme ça, ou si vous vous en fichez, et dans ce cas-là, je continuerai à les faire sans les points pour vous faire les vidéos un petit peu plus tôt. Donc, on commence avec le maître de chapitre, Logan Grimnar. Donc, il bouge à 6 pouces avec sa grosse armure Terminator, endurance 5, 8 PV, sauvegarde à 2, invuln à 4 et OC 1. Il peut mener seulement des Terminator garde-loup, donc vous allez voir, tous les personnages Space Wolves ne peuvent pas mener d'unité générique Space Marines, donc vous pourrez pas faire de combo spécifique
spécifique en donnant le bonus d'une unité Space Marine générique à un personnage Space Wolves et vice-versa. C'est vraiment cantonné dans ce codex. Les unités Space Marine génériques sont menées par des personnages Space Marine génériques, les unités Space Wolves sont menées par des personnages Space Wolves. Logan va donner la possibilité de déployer une unité Space Wolves une fois par round de bataille, et elle sera déployée depuis les réserves un tour plus tôt que le tour réel, que le round réel. Donc ça veut dire que vous pouvez faire venir une unité depuis les réserves sur le bord de table de l'ennemi, tour 2, où vous pouvez faire une frappe en profondeur, round 1, où vous pouvez faire une arrivée depuis les réserves, tour 1 tout simplement. Donc ça c'est très pratique, ça vous permet de positionner par exemple une frappe en profondeur de Terminator avec lui-même par exemple, dès le tour 1 sur un objectif du No Man's Land pour avoir déjà un gros pack déjà visible. Par contre attention, ça n'est que dans votre phase de mouvement, donc vous pouvez pas le faire pour une arrivée précipitée. Au corps à corps, il cogne quand même pas mal. 6 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-2, dégâts 3. Ou 10 attaques qui touchent à 2, force 6, PA-2, dégâts 1. Et il a des attaques supplémentaires de ses loups. C'est quand même 6 attaques qui touchent à 2, force 5, PA-1, dégâts 1. Donc avec son profil de sweep et les loups, il va vous nettoyer des petits cordons d'infanterie à lui tout seul. C'est un très bon leader sur le front. Il a aussi la capacité d'augmenter le coût en point de commandement des stratagèmes ennemis dans un rayon de 12 pouces, ce qui fait que c'est aussi une épine dans le pied que l'adversaire doit gérer. Et comme il va être dans un pack de Terminator, ça va pas être si facile que ça à dégager. C'est un bon personnage, il mène bien les Terminators, même s'il les booste pas spécifiquement, il vous permet quand même de les faire arriver dès le premier round, donc c'est pas mal. Et puis il faut pas le négliger parce qu'au corps à corps, il va vraiment dépecer de manière assez violente. Je note aussi qu'il a pas besoin d'être sur la table pour pouvoir faire son aptitude de déploiement un round plus tôt, donc vous pouvez le faire même si Logan et ses Terminators sont en frappe en profondeur. À voir sur le coup en point évidemment, mais je pense que c'est un bon maître de chapitre. On a ensuite Niall, l'archiviste, alors je sais qu'il faut pas dire que c'est des Psykers quand c'est des Space Wolves, mais bon, c'est un Psyker. Il va lui donner assaut à l'unité qu'il mène, mais aussi une avance à 6 automatique. Donc quand vous faites une avance, vous jetez pas un dé, vous allez bouger automatiquement de 6 pouces. Et en plus, quand il a touché une unité hors monstre ou véhicule avec son pouvoir psy, il va retirer 6 pouces à la portée des armes de l'adversaire sur un minimum de 12 pouces. Donc plutôt pas mal, son pouvoir psychique à 24 pouces de portée, c'est quand même des 6 attaques qui touchent à 3, force 7, PA-1 dégâts 1 avec touche soutenue 2, ou si vous le surchargez, vous passez en à risque, mais dans ce cas-là, c'est 2 des 6 attaques avec le même profil. Donc vous allez très raisonnablement toucher quelque chose, et enlever 6 pouces, et ben ça peut faire la différence entre il peut pas vous tirer dessus, ou alors il est obligé de se rapprocher à son tour, et donc vous êtes content puisque vous êtes quand même une armée plutôt corps à corps. Niall va mener, lui, des griffes sanglantes, des chasseurs gris et des chasseurs de tête garde-loup. Au tir, bon, il a donc ce pouvoir psychique dont on a parlé. Au corps à corps, c'est pas une brute. 4 attaques qui touchent à 3, force 7, PA-1, dégâts D3, mais il y a quand même le petit touche soutenu 2 qui peut de temps en temps faire un petit truc. Je pense que l'intérêt pour lui, c'est surtout de le mettre dans des griffes sanglantes. C'est des packs qui peuvent se jouer jusqu'à 20 figurines qui ont avancé charge. Donc ça veut dire qu'avec leur mouvement de base de 7 plus une avance auto à 6, et vous êtes tranquille pour un petit mouvement de 13 pouces auto, puis une charge à 7, donc une portée de menace de 20 pouces, littéralement à chaque tour. Donc je pense que le combo se fait tout seul. Maintenant, vous pouvez aussi le mettre avec des chasseurs de tête garde-loup pour garantir qu'ils arrivent au corps à corps un peu plus vite. Mais comme ils peuvent pas avancer et charger la plupart du temps, je pense qu'avec les griffes sanglantes, c'est plus malin. Là encore, avoir le coup en point, mais c'est un bon buffer d'armée. Son pouvoir psychique peut nettoyer quand même un petit peu des petits groupes d'infanterie, et le boost qu'il donne à son unité est loin d'être ridicule. Ensuite, on a Ulrich. Ulrich, lui, il a un insensible à la douleur à 6 et il va vous donner le bénéfice de la saga de votre détachement, donc la règle améliorée de détachement, à partir du moment où il a tué sa cible choisie, cette cible étant choisie au début de la bataille. Ça ne peut être qu'un personnage, enfin une unité, personnage, monstre ou véhicule. Et donc la première fois que vous détruisez cette cible, vous allez pouvoir automatiquement bénéficier des bonus de votre saga. Je pense qu'on va le voir souvent, parce que ça va pas être si compliqué que ça de l'envoyer au corps à corps. Vous le mettez avec des griffes sanglantes, il aura du coup lui aussi avant ses charges, et donc c'est pas très compliqué d'aller l'envoyer sur une unité personnage et de dépecer cette petite unité, ou d'aller choper un monstre ou un véhicule, puisqu'il a anti-monstre et anti-véhicule sur son arme de corps à corps. C'est pas trop mal, et je pense que vous avez des parties où ça va être intéressant d'aller pouvoir toper directement l'adversaire et gagner votre bonus peut-être dès le deuxième round par exemple, ce qui serait pas mal.
En plus, à chaque fois qu'il met une unité, il lui donne +1 pour toucher, et si l'unité sur laquelle vous tapez, c'est celle que vous avez désignée en début de bataille, vous avez aussi +1 pour blesser. Donc si vous le mettez dans des griffes sanglantes ou des chasseurs gris, vous allez quand même avoir un gros volume d'attaque, avec +1 touche, +1 blesse. Dans des chasseurs de tête garde-loup, c'est aussi très efficace, hein, c'est des unités qui cognent, de mémoire c'est force 5, PA-2, dégâts 2 sur leurs attaques de corps à corps, et c'est des unités assez solides avec potentiellement des boucliers tempête, donc des invulnérables à 4, donc vous allez cogner assez fort avec le +1 touche, +1 blesse, et vous allez pouvoir sortir votre cible désignée au début de bataille, et donc gagner votre bonus de saga plus tôt. Il a un petit pistolet plasma, mais surtout son arme de mêlée, 5 attaques qui touche à 2, force 6, PA-2, dégâts 2, anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+, donc vous allez quand même globalement être capable d'aller sortir, bon, en tout cas d'abîmer des véhicules et des monstres sans trop vous poser de questions. Je pense que si vous avez le détachement qui vous donne pas le +1 pour toucher quand vous avez 2 unités au corps à corps ou vous avez plus de figurines que l'adversaire, vous allez le mettre systématiquement. Mais je pense qu'il est intéressant dans tous les détachements pour aller chercher ce petit bonus de saga potentiellement un petit peu plus tôt qu'en essayant de l'accomplir vous-même. Ensuite, on a Bjorn, ce bon gros Dreadnought. Lui, il bouge à 9 pouces. Il ne paye pas de pivot puisqu'il est sur socle rond. Donc, il est tranquille pour toujours bouger de 9. Endurance 9, 8 PV. Sauvegarde à 2, invuln à 5. Et insensible à la douleur à 5+. Il a en plus -1 pour être blessé contre les attaques dont la force est supérieure à son endurance. Donc, attaque de force 10 ou plus. Et il vous donne un CP à chacune de vos phases de commandement. Ce qui en fait probablement un des personnages que vous avez envie de prendre systématiquement dans vos listes. Au tir, vous allez sans doute plutôt lui mettre le canon Hellfrost qui fait soit un bon lance-flamme force 6 PA-1 dégâts 2, soit un seul tir qui touche à 2 de force 10 PA-3 mais dégâts 5, et en plus au corps à corps c'est 6 attaques qui touchent à 2, force 12 PA-2 dégâts 3 avec touche fatale. C'est une menace de tir en état d'alerte mais aussi une menace de tir tout court. Il a aussi un petit lance-flamme lourd, donc en tir en état d'alerte vous avez potentiellement 2 lance-flammes, un dégât 2, un dégât 1. Le fait qu'il vous donne un PC par phase de commandement est de toute façon super intéressant. Il est quand même assez costaud, invulnérable à 5 et insensible à 5 pour un Dreadnought, c'est pas mal du tout. Donc c'est pas increvable, mais c'est quand même costaud. Je pense que c'est une très bonne pièce de support et il marche bien dans tous les détachements. On a ensuite Ragnar qui lui, quand il mène des griffes sanglantes, va leur donner la relance totale des blessures, et quand il mène des chasseurs de tête garde-loup, il leur donne l'avance et charge. Et lui-même, quand il a chargé, va se donner +2 attaques sur son arme de mêlée, qui fait quand même déjà de base 8 attaques qui touchent à 2, force 6, PA-3, dégâts 2, donc il passe en 10 attaques, avec en plus touche soutenue 1. C'est franchement très très bien, je pense que vous le mettez systématiquement dans les garde-loups pour leur donner l'avance et charge. Les griffes sanglantes avec la relance des blessures, ça peut être potentiellement très bon, mais je pense que si vous avez envie de mettre des persos nommés dans les griffes sanglantes, vous allez plutôt leur donner l'avance auto à 6 pour garantir que votre pack de 20 griffes sanglantes est capable de traverser la table de manière très très rapide. En gros, soit dans le détachement, vous leur mettez un mouvement d'éclaireur de 7 pouces sur un des packs, et vous prenez un autre pack avec l'avance auto à 6. Après, si vous avez envie de spammer les griffes sanglantes, celui-là va bien, Niall va bien, un perso générique avec l'amélioration scout 7 pouces dans le détachement saga du chasseur, ça vous fait 3 gros packs de 20 griffes sanglantes, un qui court très vite, un qui tape plus fort, et un qui a en plus éclaireur. C'est vraiment pas mal du tout, du tout. Surtout que la relance des blessures, si vous avez débloqué votre bonus de +1 pour blesser dans la saga du chasseur, vous avez quand même +1 touche, +1 blesse, relance des blessures. C'est certes une unité qui n'a que des épées tronçonneuses, mais ça va commencer à découper quand même assez violemment avec tous ces bonus additionnés. On a ensuite Arjak Rockfist, lui ne peut mener que des Terminator garde-loup, alors il va falloir choisir entre Logan Grimnar ou lui dans votre pack de Terminator, sauf si vous prenez plusieurs packs de Terminator. Il va donner à l'unité qu'il mène la possibilité de combattre en mourant sur 4+, et il a pour lui-même la relance des touches et des blessures contre les unités personnages. Par contre, ça ne marche que pour lui et pas pour son unité, sinon ça serait probablement un petit peu trop fort. Au corps à corps, il a 5 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-2, dégâts 3, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, et précision. Et au tir, il a un seul tir de force 8, PA-2, dégâts 3, avec les mêmes capacités, anti-monstre, anti-véhicule, mais pas précision, à la place c'est assaut, et ça n'est qu'à 6 pouces. Donc en gros, il jette son marteau à la tronche de l'adversaire, et il lui explose la face, ce qui est franchement pas mal. C'est évidemment un personnage que vous allez prendre pour aller péter du monstre ou du véhicule, notamment dans la saga du tueur de monstres de mémoire, où vous allez avoir des petits bonus contre ce type d'unité. Ça lui donnera notamment touche fatale contre ses monstres, ses véhicules et ses personnages. Donc avec touche fatale, ce profil d'attaque, précision et les anti-monstres et anti-véhicules 3+, ça va vraiment cogner.
Il est dangereux, maintenant vous choisissez entre Logan qui va vous faire un peu plus d'utilité et de mobilité sur table et qui va pénaliser l'adversaire sur ses stratagèmes, ou vous choisissez Hardjack pour du gros punch, ou vous prenez 2 packs de Terminator, un avec Hardjack et un avec Logan, et vous vous faites plaisir sur des gros bourrins. Là encore, à voir sur le coup en point. Maintenant, moi j'aime bien le combattre en mourant sur 4+, parce que ça veut dire que si vous avez fait une erreur de positionnement, que vos Terminators vous en aviez besoin pour tenir un objectif et qu'on vient vous chercher, et bah vous avez quand même un potentiel de dégâts qui est loin d'être ridicule. Après le 4+, on sait que des fois ça fait rien, mais je pense que c'est quand même un bon meneur. En personnage générique, on a le prêtre loup. Alors le prêtre loup, c'est un peu votre chapelain et ou apothicaire. Il va vous permettre de ramener une figurine détruite de son unité par phase de commandement Space Walls, sauf évidemment les personnages. Donc bah, vous allez pouvoir soigner un petit bonhomme, anecdotique mais intéressant, sur des unités type les chasseurs de tête garde-loup par exemple. Et surtout, il donne +1 pour blesser quand il mène une unité. Il est endurance 7, 6 PV, sauvegarde à 3, invuln à 4, et il peut mener griffe sanglante, chasseur gris et chasseur de tête garde-loup. Au corps à corps, c'est un Crosus assez classique, 5 attaques, touche à 2, force 6, PA-1, dégâts 2. Je pense que c'est pas mal, c'est un bon porteur d'amélioration dans tous les détachements, c'est un de vos rares personnages génériques de toute façon. Le +1 pour blesser va marcher sur toutes les unités qu'il peut mener. Il est viable sur les 3 packs. Le fait de pouvoir ramener une figurine, c'est quand même plutôt plus intéressant sur les garde-loups, parce que c'est des modèles qui valent plus cher en points, donc quand on en ramène un, on est content, mais ça marche aussi très bien sur un pack de 20 griffes sanglantes pour leur donner le +1 pour blesser, c'est quand même plutôt efficace. Ensuite, on a le prêtre de fer, ça c'est globalement votre tech marine. Il va donc avoir des règles typiques de tech marine, c'est-à-dire qu'il est agent solitaire quand il est à 3 pouces d'un véhicule ami. Il va pouvoir soigner un des 3 points de vie à un véhicule ami à 3 pouces de lui dans votre phase de commandement, et s'il le fait, ce véhicule va gagner tir rapide 1, ce qui est pas mal sur des véhicules avec des gros destructeurs laser, des trucs comme ça. Gagner un tir de plus qui touche à 3, bah, ça peut faire la différence entre vous dégommer le véhicule ennemi ou vous faites rien. Donc ça, c'est loin d'être ridicule, c'est une bonne règle. Vous allez de toute façon souvent être à mi-portée avec des armes type laser destructeur, choses comme ça, qui ont des portées à 48 ou 72. Je crois que c'est 48. Se mettre à 24 pouces pour gagner une touche de plus, c'est loin d'être mauvais. Et en plus, quand il attaque une unité ennemie qui est au corps à corps avec un de vos véhicules, vous relancez le jet de blessure. Plutôt intéressant, là encore, c'est pas compliqué, il suffit que vous ayez par exemple un Murderfang ou un Bjorn au corps à corps, c'est un véhicule adapté à Startess, et donc si vous mettez votre petit prêtre à côté, il va relancer les blessures sur son arme de corps à corps, qui est quand même 4 attaques, qui touche certes à 4+, mais force 8, PA-2, dégâts 3, donc là encore ça peut faire un peu mal. Et puis il a un petit pistolet Hellfrost qui fait soit un petit lance-flamme de force 4, PA-1, dégâts 1, mais pas ignore le couvert, soit un seul tir de force 6, PA-3, dégâts 3. Il est pas forcément intéressant dans tous les détachements Space Walls, on a assez peu de choses qui sont vraiment tournées à 100% sur les véhicules. Éventuellement, en saga du tueur de monstres, comme ça vous donnez tir rapide à des véhicules qui auront eux-mêmes touche fatale contre les monstres ou les véhicules. En général, on prend des véhicules pour aller taper sur d'autres véhicules ou monstres. En tout cas, c'est assez souvent les profils qu'ils ont. Donc pour leur donner les touches fatales, pour leur donner tir rapide, alors qu'ils ont déjà touche fatale, ça peut être intéressant pour rajouter du volume. Maintenant, c'est pas un mauvais personnage non plus, et voilà, le petit bonus du tir rapide est plutôt intéressant, je trouve. On a maintenant Murderfang, encore un gros Dreadnought Wolfen. Lui, il est au C0, mais du coup, il a la règle de la malédiction du Wolfen, donc il peut avoir au C3 s'il est à 6 pouces d'un personnage Space Walls. Il bouge à 9, il est endurance 9, il a 8 PV, sauvegarde à 2, pas d'invulnérable, mais un insensible à 6. Sa règle, c'est que si vous avez une autre unité Wolfen à 6 pouces de lui, à chaque fois qu'une figurine de cette unité est détruite au corps à corps, sur 4+, elle peut quand même taper. C'est assez nul comme règle, je trouve. Oui, vous pouvez toujours le coller avec des packs de Wolfen à côté pour leur donner combat en mourant, mais bon, c'est loin d'être transcendant, et il peut relancer les jets d'avance et les jets de charge qu'il fait lui-même, sachant qu'il n'a pas avance et charge. C'est nettement moins intéressant que sa version dans l'index, où de mémoire il pouvait taper dès qu'on le tapait, donc il tapait, vous le tapiez en retour, il retapait derrière. Bon bah là il a pris méga cher, il est beaucoup moins fort qu'auparavant. Maintenant, au corps à corps, c'est quand même 8 attaques qui touchent à 3 à force 14, PA-2, dégâts 3, avec touche soutenue et jumelée. Il a un petit lance-flamme lourd, il a un petit bolter qui sert jamais à grand chose. C'est une unité qui tape fort, par contre c'est plus du tout la machine à peindre que c'était avant. Maintenant, si vous lui donnez le +1 pour toucher, le +1 pour blesser dans la saga du chasseur, avec par exemple une unité de Wolfen à côté, donc vous êtes au corps à corps avec 2 unités adaptées à Startess, il va toucher à 2+, il va blesser quasiment tout sur 2+,
Bon, pourquoi pas, hein, ça découpe toujours très bien. Si vous lui donnez touche fatale dans la saga du chasseur, la saga du tueur de monstres, quand il va aller taper des monstres véhicules personnages, bon, il y a des trucs intéressants à faire avec lui, mais il est pas du tout aussi fort qu'il était dans l'index. Donc à voir comment ils ont ajusté son coup en point pour refléter un peu ce glow down au lieu d'un glow up. Autre personnage générique, c'est votre chef de bataille garde-loup. Ça, c'est un peu votre moitié capitaine, moitié lieutenant. C'est plus un capitaine. Il va donner touche soutenue 1 à son unité, et en plus, la relance des 1 pour toucher dès qu'il attaque une unité ennemie dans les 6 pouces, donc au corps à corps, systématiquement, vous aurez la relance des 1. Quand il est détruit, il peut combattre en mourant sur 2+. Ces options d'équipement, c'est assez simple. Soit vous avez une arme énergétique, soit un marteau tonnerre. Donc l'arme énergétique, c'est 7 attaques, touche à 2, force 5, PA-2, dégâts 2. Le marteau tonnerre, c'est 5 attaques qui touchent à 3, force 8, PA-2, dégâts 2, avec blessure dévastatrice. Et ensuite, soit vous lui mettez une arme de tir, pistolet plasma, pistolet lourd 2 mètres ou carabine à bolt 2 mètres, soit vous lui mettez le bouclier tempête qui lui donne 6 PV au lieu de 5, sachant qu'il a déjà une invulnérable à 4 nativement. Moi, je pense que le bouclier et le marteau tonnerre, c'est une bonne combinaison. Maintenant, si vous voulez lui mettre le petit pistolet plasma ou une petite arme dégâts 2, pourquoi pas à la place, parce que bon, 1 PV de plus sur un profil à 5 ou 6 PV, ça change pas tant que ça. Personnellement, j'aurais tendance à lui mettre le bouclier et le marteau, mais si vous le mettez dans des griffes sanglantes ou des chasseurs gris, les unités dans lesquelles vous allez impacter seront probablement plus sensibles à se prendre 7 attaques de force 5 PA-2 dégâts 2 que 5 attaques de force 8, donc pourquoi pas, les deux sont viables. Il est intéressant dans toutes les unités qu'il mène, je l'aime beaucoup dans les griffes sanglantes parce qu'un pack de 20 qui va relancer les 1 pour toucher, touche soutenue 1, et dans le bon détachement peuvent aussi avoir plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, parce qu'avec 21 figurines, vous serez sans doute plus nombreux que ce sur quoi vous tapez. Ça commence à être franchement pas dégueu du tout. Maintenant, il est intéressant aussi dans les deux autres packs, avec des chasseurs gris qui relancent nativement les blessures sur les objectifs, vous leur donnez en plus une relance des 1 et touche soutenue, donc vous avez une unité qui est très stable au corps à corps, donc je pense qu'il est intéressant dans les 3 packs. Alors pour vos unités, on a justement les griffes sanglantes, donc eux c'est un profil de Space Marine classique, sauf que ça bouge à 7 pouces, c'est OC2, vous pouvez les prendre par 10 ou par 20, donc potentiellement aller poser 40 d'OC sur un objectif si tous vos socles rentrent, et surtout ils peuvent avancer et charger. Ils ont tous des petites épées tronçonneuses standards, c'est vos intercesseurs d'assaut hein, globalement, sauf que le sergent peut avoir une petite épée énergétique, et puis vous pouvez avoir un pistolet à plasma sur le sergent aussi. C'est une excellente unité, à voir combien elle coûte en points, mais elle est ultra flexible. Un pack de 20 avec éclaireur 7 pouces dans le bon détachement et un petit perso, ou un pack de 20 qui avance auto à 6, ou un pack de 20 qui a plus 1 pour blesser avec le prêtre loup. Il y a plein de choses que vous pouvez additionner ou cumuler. Dans certains détachements, vous aurez contre les personnages monstres ou véhicules touche fatale, ce qui fait que si vous chargez quand même avec 20 figurines, c'est 80 attaques, donc des touches fatales vous allez en faire malgré votre force 4. Ils ont les grenades pour faire ce petit stratagème. Vous avez aussi des détachements où vous avez le plus un touche, plus un blesse, ce qui fait que ça touche à 2 et ça va blesser pas mal de trucs, au moins à 4, potentiellement à 3, en fonction de ce sur quoi vous tapez. C'est vraiment une unité flexible et intéressante, que ça soit par 10, que ça soit par 20, tout est intéressant à jouer, et je pense que pour l'adversaire, ça va être assez compliqué de se prémunir d'alpha charge, en fait, hein, puisque concrètement, dans le bon détachement, vous pouvez avoir un pack avec un personnage générique, par exemple un prêtre loup qui va leur donner plus 1 pour blesser, avec l'avancée charge et éclaireur 7, donc si vous avez le premier tour, portée de menace de 24 pouces, vous pouvez avoir un deuxième pack avec Nial dedans, qui du coup va leur faire une avance auto à 6, donc ça bouge à 13, puis une charge à 7, donc vous avez potentiellement 2 packs de 20 qui ont des portées de menace d'au moins 20 pouces dès le premier round, et ça peut potentiellement vraiment engluer l'adversaire, ou en tout cas mettre tellement de corps de Space Marine sur la table que l'adversaire va avoir beaucoup de mal à vous reprendre des objectifs. Donc il y a beaucoup de jeux autour de cette unité, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a les chasseurs gris qui, eux, sont plus vos vétérans un petit peu moins berserk, donc eux n'ont pas l'avancée charge, par contre, ils restent quand même focalisés sur le corps à corps. Leur règle, c'est celle des intercesseurs d'assaut, c'est-à-dire que ça relance les jets de blessure de 1 tout le temps, et ça relance les jets de blessure au total quand ils tapent sur les objectifs. Vous pouvez, eux, ne les prendre que par 10, pas par 20. Le sergent peut avoir un point énergétique ou une arme énergétique, et il peut aussi avoir un pistolet à plasma. Sachant que tout le reste de l'unité va avoir une carabine à bolt, c'est 2 tirs de force 4, PA0, dégâts 1 avec tir rapide et portée 24 pouces, donc potentiellement 3 tirs à 12 pouces, et ils ont aussi un pistolet bolter pour pouvoir tirer potentiellement dans le corps à corps. C'est une unité qui de toute façon est là pour aller au corps à corps, hein. Leur règle c'est de relancer sur les objectifs, donc en général quand vous êtes quand vous attaquez quelque chose sur un objectif, vous êtes souvent au corps à corps avec lui, et vu votre volume d'attaque, vous avez plutôt envie d'aller là-bas.
C'est une unité qui prend un petit peu moins bien les bonus des personnages nommés, mais qui restera intéressante avec un +1 pour blesser ou avec un touche soutenu. Ça reste un OC3 quand même, hein. Donc ça veut dire qu'avec 10 figurines sur un objectif, vous avez quand même 30 d'OC. Ça, c'est un peu ça qui fait la différence avec eux. Ils contrôlent extrêmement bien les objectifs. Donc je pense que dans la plupart des parties, vous allez jouer surtout des packs de griffes sanglantes qui vont aller un peu coincer l'adversaire et prendre la table très rapidement dès le début de la partie. Et votre deuxième vague, pour être sûr de vraiment contrôler les objectifs ou de les reprendre à l'adversaire, ça va être vos chasseurs gris qui vont venir se poser dessus. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un personnage dans la plupart des détachements. Je pense que les persos, vous les mettez plutôt pour les unités qui vont aller impacter au début, pour les rendre plus costauds, plus durs à sortir, qui tapent plus fort. Et ces unités de chasseurs gris, vous allez surtout les amener sur les objectifs derrière pour les contester, les reprendre à l'adversaire et mettre un paquet d'OC dessus. OC3, c'est vraiment fort sur un profil de Space Marine. On passe ensuite au chasseur garde-loup, c'est un profil un peu type Blade Guard, donc Space Marine d'élite, ça bouge à 7, c'est toujours endurance 4, sauvegarde à 3, par contre ça a 3 PV, ça n'est que OC1, vous pouvez les prendre par 3 ou par 6, et vous avez le choix de prendre des loups ou pas de loups, donc je suppose que les coups en points évidemment reflèteront le fait que vous ayez choisi de leur mettre des loups, 6 loups ou pas de loups du tout. Et d'ailleurs si vous prenez les loups, au début de votre bataille, vous allez devoir séparer les loups en une unité à part. Le profil est le même, c'est sur la même datasheet, hein, c'est les loups ça bouge à 10, c'est endurance 4, sauvegarde à 6, 1 PV et 0 d'OC. Et vous devez les séparer. Ils ne fonctionnent pas comme une seule unité à part, hein. Vous devez diviser cette unité en 2 unités. Vous pouvez les laisser côte à côte, ce qui va être très intéressant potentiellement pour le détachement de la saga du chasseur, où vous allez du coup avoir 2 unités, puisque les deux ont le mot-clé Adeptus Astartes, 2 unités au corps à corps avec l'ennemi, donc vous aurez votre bonus de détachement. Ils ont aussi comme règle la capacité de choisir une unité de l'armée ennemie au début de la bataille, et vous aurez blessure dévastatrice et précision contre cette unité, et à chaque fois que vous détruisez cette unité-là, pas forcément avec vos garde-loups, vous allez redonner ce bonus sur une autre unité que vous choisissez dans l'armée ennemie. Donc ça veut dire que vous aurez souvent blessure dévastatrice sur ce sur quoi vous tapez et aussi précision, ce qui va être très utile dans certains détachements pour accomplir certaines sagas, mais aussi ça les rend assez dangereux pour taper sur des unités personnages, notamment dans le détachement où vous allez pouvoir leur donner touche fatale, même si touche fatale et blessure dévastatrice se cumulent pas ultra bien. Quand ils sont à 6 pouces d'un personnage, les loups seront aussi au C1. Donc si vous avez un personnage dans votre pack de garde-loup et que vous gardez les loups à côté, eh bien les loups auront aussi de l'OC. Au corps à corps, maintenant, vous avez le choix, soit vous leur mettez le bouclier tempête avec une invulnérable à 4 et l'épée énergétique 2 mètres, donc 4 attaques, touche à 3, force 5, pas moins 2, dégâts 2, soit vous enlevez le bouclier et vous n'avez pas d'invulnérable, dans ce cas-là vous avez des armes de maître, une paire d'armes de maître, et dans ce cas-là vous passez à 6 attaques sur ce même profil. Les loups, eux, font rien du tout, c'est 3 attaques qui touchent à 4, force 4, pas 0, dégâts 1, et ils ont des pistolets bolter lourds. Vous devez remplacer toutes les armes de l'unité par le même profil. Vous pouvez pas remplacer un seul, hein, c'est toutes les figurines de cette unité peuvent remplacer, donc vous pouvez pas en avoir juste un qui a une invuln à 4 pour essayer de tanker, vous devez avoir toute l'unité avec des invulnes ou toute l'unité avec les armes de corps à corps. Je trouve que les deux sont intéressants, soit vous avez plus de volume d'attaque, soit vous êtes un peu plus défensif. Maintenant, c'est quand même une unité qui doit aller taper avec blessure dévastatrice, précision. Plus vous avez d'attaque, plus vous avez de chances de faire de blessure dévastatrice. Donc, j'aurais tendance à leur mettre la paire d'armes. Ça reste de l'infanterie, c'est facile à cacher dans les ruines, c'est que des unités de 6. Donc, je les jouerais plutôt comme ça. Maintenant, la variante avec le bouclier est pas du tout ridicule. Vous pouvez leur mettre du coup le prêtre loup pour le +1 pour blesser et ramener une figurine par phase de commandement, ce qui je pense est un bon buff pour eux. Ou vous pouvez leur mettre Ragnar pour leur donner l'avance et charge, ce qui n'est pas ridicule non plus, parce qu'avec un mouvement de base de 7, c'est pas mal. Par contre, attention, ça donnera pas ça aux loups, seulement aux garde-loups. Ou vous pouvez leur mettre le chef de bataille pour leur donner touche soutenue 1, si vous préférez. Moi, je les aime bien avec le prêtre loup. Le +1 pour blesser et le fait de ramener une figurine par phase de commandement, je trouve que c'est vraiment pas mal sur ce type d'unité qui, j'imagine, va coûter à peu près la même chose que des Blade Guard. Donc, c'est pas mal de pouvoir ramener un petit bonhomme de temps en temps. Ça vous fait gagner de la portée de mouvement. C'est plutôt pas mal. Vous avez évidemment aussi votre cavalerie loup tonnerre qui bouge à 12 pouces, endurance 6, sauvegarde à 3, 4 PV et OC 2. Leur règle spéciale, c'est que quand ils ont frappé à un tour où ils ont chargé, en tout cas sur l'arme du cavalier, pas sur les armes du loup, vous avez +1 dégâts sur ces attaques, ce qui fait que c'est des attaques qui passeront dégâts 3.
C'est une bonne unité qui est assez autonome. Maintenant, vous n'avez aucun meneur pour les booster. Ils traversent pas les murs parce que c'est monté, donc il y a que dans le détachement qui les cible spécifiquement où ils peuvent traverser, mais c'est seulement les murs de 4 pouces ou moins. Donc en fonction de sur quel format de table vous jouez, vous en aurez ou vous en aurez pas. Je les aime bien, il y a certains détachements dans lesquels ils peuvent commencer à cogner assez fort, hein, avec le plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Si vous avez débloqué la bonne saga dans le détachement du chasseur, vous tapez bien. Avec les touches fatales contre les monstres, véhicules et personnages, ils sont quand même capables de faire mal, c'est quand même du dégât 3 quand ils ont chargé. Mais bon voilà, pas de meneur, pas de traversée des murs, même avec le mouvement de 12, ils sont bien, ils peuvent faire peur, mais je les trouve pas hallucinants, à voir le coup en point qu'ils leur ont donné. Les Terminators Garde-Loup, maintenant, eux bougent à 6 pouces, donc mieux que des Terminators de base. Ils sont par contre le même profil que des Terminators, endurance 5, sauvegarde à 2, invuln à 4, 3 PV, OC 1. Leur règle spéciale, c'est d'avoir -1 pour être blessé quand la force est supérieure à l'endurance, donc tout ce qui est force 6 ou plus les blessera à -1, qu'ils aient un personnage ou pas. Donc c'est une unité qui peut être assez autonome aussi. Ils ont soit un bolter, soit un bouclier tempête, qui va leur donner du coup 4 PV, et vous choisissez combien de figurines remplacent, donc vous pouvez toujours en prendre un seul, qui a du coup 4 PV, pour tanker des attaques dégâts 3 par exemple. Ça c'est toujours intéressant, c'est une bonne technique hein, qu'on fait souvent avec les custodes, donc je pense que c'est intéressant avec les Terminators Garde-Loup aussi. Vous pouvez prendre un canon d'assaut et un point énergétique par tranche de 5 figurines, puisque vous pouvez les jouer par 5 ou par 10, et le chef de l'unité peut avoir soit une grande hache, c'est 3 attaques qui touchent à 3, force 7, PA -2, dégâts 3 avec blessure dévastatrice, soit des griffes énergétiques jumelées pour 6 attaques, force 5, PA -2, dégâts 1, avec évidemment le mot-clé jumelé. Et puis ils ont tous sinon des armes énergétiques 2 mètres, donc pas des points énergétiques sur toute l'unité. C'est une unité qui est ok, il n'y a pas de meneur générique pour eux malheureusement, donc soit vous les mettez avec Logan et vous les faites arriver premier round en plein milieu de la table, ou deuxième round où vous voulez, soit vous leur mettez Hardjack pour leur donner un petit boost de dégâts et la capacité de frapper en mourant, mais du coup vous n'aurez pas de porteur d'amélioration sur cette unité, donc l'unité bénéficiera pas de certains boosts, ça c'est un peu dommage. Maintenant ça reste une unité assez autonome, plutôt solide. Comme leur règle, c'est d'avoir -1 pour être blessé, je pense que vous avez envie de leur coller quelques boucliers tonnerre pour avoir un bouclier tempête pour avoir encore plus de PV et être encore plus tanky, et juste les asseoir sur un objectif et faire en sorte que l'adversaire vienne vous chercher. Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment leur mettre un personnage, je pense qu'Hardjack est plus intéressant, puisque il leur donne le combat en mourant, donc si votre but c'est d'attendre qu'on vous tape et de vous laisser charger, il vaut mieux avoir le combat en mourant avec. Vous avez ensuite les loups fenrisiens, il n'y a pas grand chose à en dire, ça bouge à 10, endurance 4, sauvegarde à 6, pas d'invulnérable, pas d'insensible, 1 PV, commandement 8 et OC 0, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire les actions dans les missions secondaires, sauf s'ils ont un personnage à 6 pouces 2, dans ce cas-là ils sont OC 1, si l'unité n'est pas ébranlée, mais vous n'allez pas envoyer des loups qui bougent à 10 pouces dans des quarts de table avec un personnage à 6 pouces 2, ils ont quand même un mouvement réactif de D6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9, mais comme c'est une unité qui de toute façon fait rien, c'est pas super intéressant. Vous pouvez les prendre par 5 ou par 10, je m'attends à ce qu'ils coûtent vraiment pas cher, mais voilà, avec l'OC0, forcément, vous n'allez pas faire beaucoup d'actions avec eux, donc vous pouvez les utiliser dans le détachement saga du chasseur pour épingler une unité ennemie avec 2 de vos unités, où vous allez du coup avoir forcément ces loups qui ont le mot-clé Adeptus Astartes et une autre, et donc votre bonus de détachement, plus 1 pour toucher et ou plus 1 pour blesser. Maintenant, je leur trouve pas une utilité folle. Il y a les seules choses qu'ils pourront faire en termes de secondaire, c'est les trucs où il faut être placé quelque part, donc dans les quarts de table, dans la zone de déploiement adverse, etc. Mais c'est une unité qui vole sur un tir de lance-flamme, quoi. Hein, donc bon, c'est pas... Je les trouve pas super intéressants personnellement. On a ensuite vos Wolfen, donc ils sont évidemment au C0 mais au C1 quand il y a un personnage Space Wolves pas trop loin. Ils bougent à 9 pouces quand même, et comme c'est de l'infanterie, ça traverse bien les murs. Endurance 6, sauvegarde à 4, 2 PV. Vous avez 2 fiches d'unité maintenant pour les Wolfen. Vous avez celle-ci et vous avez celle avec les boucliers qu'on va voir juste après. Ceux-là, quand ils sont au corps à corps avec une unité ennemie, si l'ennemi essaie de se désengager, il doit faire un test de fuite désespéré, sauf sur les monstres et véhicules. Et si l'ennemi est ébranlé, il a -1. Donc c'est bien pour bloquer l'adversaire au corps à corps, l'empêcher de se barrer et l'empêcher de réagir. Ils ont au corps à corps 3 attaques avec touche soutenue qui touchent à 3+, force 5, PA-2, dégâts 2. Et vous leur mettez soit un totem, soit un petit lance-grenade. Le totem va leur donner la relance des touches de 1. Le lance-grenade fait D3 tirs de force 4, PA0, dégâts 1 avec déflagration et assaut. Les deux peuvent être intéressants si vous voulez jouer vos Wolfen en mode je nettoie les cordons et je charge ma cible que je veux vraiment impacter et l'empêcher de se barrer
vous leur mettez les petits lance-grenades. Si par contre vous voulez en faire une unité qui va vraiment cogner, comme ils ont que 3 attaques, leur donner la relance des 1, c'est intéressant. En détachement tueur de monstres, vous pouvez en plus leur mettre un personnage avec l'amélioration pour un prêtre loup, je pense, hein, c'est le seul que vous allez leur mettre puisqu'il va vous permettre de ramener une figurine par phase de commandement et leur donner +1 pour blesser. Vous pouvez leur mettre le chef de bataille, mais il leur donne touche soutenue qu'ils ont déjà, donc pas très utile. C'est une unité qui est très bonne pour bloquer l'ennemi au corps à corps, pour potentiellement nettoyer des hordes avec le lance-grenade et pour taper des unités type élite. Donc c'est une unité qui est pas mauvaise du tout. Attention évidemment à l'OC0, il y a des fois où il vous restera que ça dans un coin de table et du coup ils pourront rien faire sur la table, ni faire des actions, ni contrôler des objectifs. Maintenant la deuxième version, c'est ceux qui ont les boucliers. Eux ils ont les boucliers et les marteaux. Donc leur règle, elle est différente. Quand ils ont combattu contre des monstres ou des véhicules, ils vont la supprimer, entre guillemets, la suppressed, et donc c'est -1 pour toucher sur ce monstre ou véhicule. C'est une règle que je trouve toujours assez bof, moi, personnellement. Certes, si vous tapez en premier sur un monstre ou un véhicule de corps à corps, il aura -1 pour vous toucher. Ok, mais bon, espérons que vous l'aurez tué quand même, parce que vous avez des marteaux tonnerres, 2 attaques qui touchent à 3, force 5, PA-2, dégâts 3, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, et ensuite, soit vous avez le totem pour la relance des touches de 1, soit vous avez le lance-grenade, comme toujours. Ils ont la 4+ invulnérable grâce au bouclier tempête, et ça les rend beaucoup plus costauds. Personnellement, je préfère cette unité à l'autre, parce que déjà ça résiste mieux avec l'invulna 4, mais aussi c'est plus polyvalent, parce qu'en fait certes vous avez une attaque de moins par rapport au pack de Wulfen plus classique, mais par contre c'est beaucoup plus versatile, avec dégâts 3, avec anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, donc je la trouve plutôt plus intéressante. L'autre est pas mauvaise, mais je trouve que celle-ci est bien, avoir les coups en points. Celle-ci par contre, vous leur donnez probablement, si vous les mettez dans le détachement tueur de monstres, vous leur mettez peut-être plutôt un chef de bataille, avec l'amélioration qui leur permet de rejoindre des Wulfen, comme ça ils ont en plus touche soutenue, ce qui fait que leurs 2 attaques sont moins un problème, ils pourront commencer à taper un petit peu mieux avec ça. Ensuite, vous avez le Dreadnought Wulfen, 9 pouces de mouvement, endurance 9, 8 PV, OC0, sauvegarde à 2, insensible à 6. À chaque fois qu'on lui tire dessus, il peut faire un mouvement de rage bestiale. C'est D6 + 2, et ça lui permet de rentrer en portée d'engagement avec l'adversaire. Donc, il est dangereux. Si vous vous mettez à, entre guillemets, 5 pouces de lui, on va dire, en moyenne, il a toutes les chances d'aller vous choper. Donc, plus vous l'approchez, plus l'ennemi va hésiter à tirer dessus, ce qui est plutôt intéressant. Si vous lui mettez 2 armes de corps à corps, les profils d'armes auront jumelé, sachant que par défaut, il a 2 armes de corps à corps. Il a sa grande hache fenrisienne et ses grandes griffes, mais vous pouvez choisir de remplacer une de ses armes par un bouclier qui lui donne une invulnérable à 4 et un lance-flamme. Les 2 combinaisons sont intéressantes. Moi, je l'aime bien en mode furieux, c'est-à-dire que vous allez gagner jumelé sur des profils qui sont quand même 6 attaques de force 10, PA-2, dégâts D6 + 1, ou jumelé sur 12 attaques de force 6, PA-2, dégâts 1, ou jumelé sur 6 attaques de force 10, PA-3, dégâts 3. Donc vous avez les profils pour tuer tout. De l'infanterie de base, des gros monstres ou de l'élite. Et avec jumelé, vous stabilisez vraiment le jet de blessure, donc moi je le préfère comme ça. Maintenant, si vous voulez un Dreadnought Wulfen qui passe le tour 3, c'est peut-être pas mal de lui mettre l'invulnérable à 4+, pourquoi pas. Maintenant, dans les bons détachements, il va vraiment cogner très fort, hein. Si vous lui mettez, s'il a le +1 pour toucher et le +1 pour blesser, plus jumelé, ça commence à dépecer à peu près n'importe quoi. Avec touche fatale sur les monstres, les personnages, les monstres, les véhicules et les personnages, ça peut commencer à taper vraiment fort aussi. Lui, il aime bien aussi potentiellement sa relance de touche, sa relance de blessure, sa relance de dégâts dans l'autre détachement. Donc il marche bien dans tout, il est pas mal. Par contre, n'oubliez pas, c'est toujours OC0 ou OC3 si vous avez un personnage Space Wolves pas trop loin. Enfin, vous avez votre Dreadnought Vénérable qui, lui, bizarrement, ne bouge qu'à 8 pouces par rapport aux autres Dread qui bougent à 9. Il est endurance 9, il est 8 PV, sauvegarde à 2, et OC3, lui, il a de l'OC, c'est pas un Wulfen. Il va se donner à lui-même, il va donner à lui-même et à toutes les unités Space Wolves à 6 pouces de lui, +1 au jet d'avance et +1 au jet de charge, ce qui est pas un mauvais bonus. Et ensuite, vous pouvez choisir de lui mettre soit le canon Hellfrost, soit un multifuseur, soit un canon d'assaut. Moi, j'aime bien le canon Hellfrost. Il a un lance-flamme lourd ou un bolter lourd ou un bolter storm. Je préfère le lance-flamme lourd. Ou alors, vous remplacez toute cette suite d'armes par un lance-flamme lourd, Stormbolter, un bouclier pour une invulna 4, et surtout une grande hache fenrisienne qui va faire 6 attaques qui touchent à 3, force 10, PA-2, dégâts D6 + 1, ou 12 attaques qui touchent à 3, force 6, PA-2, dégâts 1.
Moi, je l'aime bien avec le bouclier, le lance-flamme lourd et la grande hache. Maintenant, il est aussi intéressant potentiellement avec le canon Hellfrost, le lance-flamme pour une pièce de tir en état d'alerte. Et puis son arme de combat de Dreadnought reste quand même très correcte. Hein. C'est 5 attaques de force 12 par moins 2 dégâts 3. C'est pas ridicule du tout. Il n'est pas indispensable, maintenant il peut être intéressant pour le petit bonus qu'il donne, surtout en détachement du chasseur, vous avez envie de charger avec plusieurs unités, et ben dans ce cas-là, il se met à côté d'une autre unité, il donne des bonus de +1 à la charge et à l'avance pour tout le monde, autour de lui, pour être sûr que vous avez bien 2 unités qui arrivent au corps à corps. Il a son utilité, à voir combien de points il coûte, sachant qu'il ne bouge qu'à 8 par rapport aux autres Dreadnought qui bougent à 9. Bon, ce codex, je sais pas trop quoi en penser, personnellement. Oui, c'est un supplément, donc forcément, on peut pas s'attendre à avoir autant de richesse que dans un codex pour une armée entière. Hein. Vous avez déjà 8 détachements Space Marine que vous pouvez jouer. Maintenant, je trouve que ça segmente beaucoup. Les personnages Space Wolves ne peuvent rejoindre que des unités Space Wolves. Les détachements boostent beaucoup les unités qui ont le mot-clé Space Wolves, et du coup, seules les unités de ce codex sont potentiellement concernées par certains stratagèmes ou certains boosts. Les unités génériques Space Marine n'ont pas le mot-clé Space Wolves, même si vous les prenez dans une armée Space Wolves. Donc je le trouve un peu segmenté, et je trouve que c'est une armée qui a quand même beaucoup d'anti-infanterie et anti-élite, mais pêche peut-être un peu sur l'anti-monstre ou l'anti-véhicule, à part sur les dreadnoughts nommés. Je sais pas trop quoi en penser, je suis pas un grand fan de ce qu'ils ont fait ici, personnellement. En fait, on a des détachements qui vous donnent des bons bonus, mais pour débloquer vraiment tout le bonus, il faut aller chercher une saga. Dans la plupart des détachements des autres armées, ce bonus, vous l'avez de base. Il n'y a pas de haut fait ou de trucs à accomplir. Donc ça donne un peu l'impression qu'ils ont mis une mécanique en plus pour avoir accès au même bonus que ce que vous avez d'habitude. C'est un truc que j'ai l'habitude de voir parce que moi je joue toutes les armées de Slaanesh dès que je peux, et vous avez souvent ce genre de truc où vous avez le même bonus que tout le monde a, sauf que vous l'avez en vous faisant mal, quoi. Bah là vous avez le même bonus que tout le monde a, mais il faut travailler pour aller le chercher. Je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, je pense pas que ce soit une mauvaise armée du tout. Je pense qu'il y a des trucs ultra toxiques potentiels avec les chasseurs gris, Enial, les griffes sanglantes Enial, et des griffes sanglantes avec éclaireur 7 pouces dans le détachement chasseur, où vous avez 2 unités qui peuvent aller épingler l'adversaire à 20 pouces sans trop se poser de questions. Il y a quand même du jeu, il y a quand même des possibilités, les personnages génériques accompagnent bien plusieurs de vos unités d'infanterie. Maintenant, ça manque quand même d'un personnage Terminator pour mener les Terminators, un personnage générique, et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc à voir avec les coups en points, combien tout ça coûte, à voir après sur la méta. Je pense pas que ça soit une mauvaise armée, je pense pas que ça soit un mauvais codex, mais c'est vrai que je le trouve pas forcément très très inspiré, je vois pas beaucoup de combos super intéressants avec les détachements qui ne sont pas la saga du chasseur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc, un petit peu de saveur dans ce truc. Mais vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes satisfait, vous, de ce codex, si vous êtes joueur Space Wolves ou pas. Et puis comme d'hab, on en discute dans les commentaires, vous avez tous les boutons YouTube habituels. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!